Un livreur entre dans une banlieue où chaque maison s'illumine uniquement après son passage. Et l'application continue de dire « Client dehors en attente ». Mais il n'y a pas de client. Il n'y a que le quartier. Et le quartier change. La dernière commande de la nuit arrive à 23h47. Jason Mills regarde l'écran de son téléphone. Assis dans sa Toyota blanche garée près du centre commercial fermé de Hartfield, la banlieue nord de Cleveland, qui dort déjà sous un ciel sans lune. 270$ pour une livraison. 270$ pour un simple repas à emporter. L'application affiche l'adresse Cedar Loop, unité 44. Une rue qu'il ne connaît pas, mais ça lui est égal. À 32 ans, Jason a livré suffisamment de commandes pour savoir que les riches paient pour la discrétion, pas pour la conversation. 270$ signifie que quelqu'un dans cette maison organise une fête tardive ou souffre d'une insomnie gourmande. Peu importe. Le repas est prêt dans le sac isotherme rouge sur son siège passager. 3 conteneurs de sushi, une soupe miso, du gyoza, et l'algorithme lui promet un trajet de 12 minutes. Il démarre le moteur. La chaleur synthétique du chauffage emplit l'habitacle. Il met ses AirPods, lance la navigation sur son téléphone, et la voix féminine américaine de Siri commence à le guider à travers les rues endormies. Tournez à droite sur Willow, tout droit sur Henderson, continuez sur Prescott. Les routes sont désertes. C'est mardi. Il est minuit passé. Tous les gens normaux dorment. Jason ne s'endort jamais facilement. Il ne l'a jamais fait, pas même enfant. Son ex-femme Michelle disait que c'était son plus grand défaut. Pas son inattention, pas ses infidélités tardives de restaurant, pas sa tendance à considérer son travail comme plus important que les moments partagés. Non, c'était son incapacité à ralentir, à respirer, à accepter que certaines choses ne pouvaient pas être résolues par une organisation efficace ou une livraison rapide. Elle le lui avait craché au visage lors de la dernière nuit avant la séparation, en janvier, dans leur cuisine aux murs gris qui ressemblait à des os polis. Tu ne sais pas vivre, Jason. Tu sais seulement exister. Il l'avait quittée, bien sûr, non parce qu'elle avait raison. Il savait qu'elle avait raison, mais parce que l'entendre le forcer à confronter cette vérité était insupportable. Depuis, il vivait dans un petit appartement aux murs blancs. Il mangeait de la nourriture livrable, et il gagnait de l'argent en la livrant aux autres. Une symétrie cruelle dont il ne parlait jamais. Mais ce soir, alors qu'il tournait sur Prescott, il pensa brièvement à Michelle en regardant les maisons qui glissaient devant ses phares. Elles avaient toutes les mêmes toits en pente, les mêmes pelouses trop bien entretenues, les mêmes boîtes aux lettres blanches. C'était le genre de rue où elle aurait voulu vivre. Stable, respectable, visible. Pas comme Jason. Jamais comme Jason. La navigation le guidait maintenant vers un virage à gauche sur Cedar Loop. Il approchait. Son téléphone affichait 4 minutes. L'application n'avait pas signalé de problème. Pas de déviation, pas de construction. Tout était normal. C'était précisément ce qui aurait dû l'avertir. Il tourna à gauche. Les maisons cessèrent soudainement d'être visibles. Pendant une seconde, une seule, les rues furent plongées dans une obscurité absolue. Pas de lampadaire, pas de lumière de Porsche, rien. Juste l'impression que la réalité avait avalé la lumière. Puis son cerveau enregistra le changement comme une erreur. Une hallucination née de la fatigue et du café froid qu'il avait bu 4 heures plus tôt. Les lampadaires réapparurent. Ils n'avaient probablement jamais disparu. Mais voici ce qui troubla Jason. Plus tard, quand il réfléchirait à ce moment, les lumières n'avaient pas clignoté. Elles ne s'étaient pas progressivement allumées. Elles existaient maintenant, complètement, comme si elles venaient d'être créées à l'instant précis où ses yeux les attendaient. Et sous leur lumière jaune et maladive, les maisons de Cedar Loop s'étendaient d'un côté à l'autre de la rue, parfaitement identiques, parfaitement symétriques, parfaitement fausses. Jason ralentit. Son instinct, ce même instinct que Michelle disait qu'il ignorait toujours, lui murmura quelque chose. Pas un mot, pas une pensée articulée, juste une sensation sourde dans la poitrine, comme quand on regarde un miroir trop longtemps et qu'on commence à se demander si c'est vraiment soi qu'on voit. La navigation parlait calmement. Continuez sur Cedar Loop. Destination à votre droite, dans 800 mètres. Les maisons glissaient devant ses phares. Leur apparence était cohérente. Briques blanches, porches identiques, jardins clôturés de la même manière.
Mais quelque chose dans leur arrangement créait une géométrie qui ne semblait pas tout à fait physique. Elle se répétait, pas exactement à l'identique, mais si proche de l'identité que l'esprit commençait à refuser le détail. Était-ce la maison 12, puis 14, puis 16, ou la même maison vue sous des angles légèrement différents? Il regarda son téléphone posé sur le support de ventilation. 23 minutes d'autonomie. La navigation affichait toujours Cedar Loop. Pas de virage, pas de changement de route, juste continuer. Destination à votre droite, dans 600 mètres. Jason hocha la tête, comme si acquiescer pouvait arranger les choses. Il était un homme pratique. Les choses bizarres avaient des explications. Les épouses qui vous quittent, les maisons qui semblaient répétées, les rues qui sentaient faux. Tout ça avait une explication rationnelle. Peut-être était-il simplement fatigué. Peut-être que cette banlieue avait été construite par un architecte très littéral qui aimait la répétition. Peut-être que la nuit rendait tout sinistre si on y pensait assez. Il respira profondément. L'air de la voiture sentait le sushi et la chlorophylle du sapin qui sentait mauvais sur son tableau de bord. 300 mètres. Les maisons continuaient. Il commença à compter les numéros sur les boîtes aux lettres. 8, 10, 12, 14. Logique. Puis il regarda vers l'arrière pour voir d'où il venait. Le rue s'étendait derrière lui, droite, infinie, disparaissant dans la brume jaune des lampadaires. Il ne voyait pas où il était entré. Destination à votre droite, dans 200 mètres. 100 mètres plus tard, son signal GPS commença à clignoter. Ce petit symbole de triangulation, qui normalement indiquait qu'il était localisé avec précision, commença à palpiter, comme un cœur perturbé. Jason regarda l'écran et vit que la miniature de la rue autour de lui avait changé d'aspect. Elle était maintenant encadrée de blanc, comme si Google Maps ne savait pas tout à fait ce qu'elle était. Destination à votre droite, dans 100 mètres. Jason regarda à sa droite. Une maison comme les autres. Numéro 44. C'était une maison blanche, un porche noir, une porte de garage fermée, des fenêtres obscures. Aucune lumière. Aucun signe de présence. Mais l'application insistait. Il était arrivé. Il s'arrêta dans l'allée. Le moteur diesel s'éteignit avec un grondement qui semblait trop fort dans le silence de Cedar Loop. Et c'était ça, comprit Jason, qui était vraiment perturbant. Le silence. Pas de chien qui aboyait. Pas de son d'insectes. Pas même le son lointain d'une autoroute ou d'une circulation nocturne. Juste l'abourdonnement résiduel du moteur qui refroidissait. Et puis rien du tout. Il prit son téléphone. L'application était restée ouverte sur l'écran du client. Il n'y avait pas de photo de profil, pas de nom, juste une adresse. Et puis, une notification s'afficha, un message du client. Prêt à ouvrir la porte. Il n'y avait pas de numéro de client, pas de plateforme habituelle. Le message était écrit en petites lettres blanches sur fond gris, comme si quelqu'un l'avait tapé directement dans le système de livraison. Jason vérifia l'heure. 00h08. Il avait pris 15 minutes de plus que prévu, mais c'était raisonnablement dans la marge d'erreur pour une banlieue inconnue. Il attrapa le sac de livraison du siège passager. Il était étonnamment lourd pour de la nourriture. Pas anormalement, mais un peu plus qu'il ne l'aurait attendu. Peut-être que le client avait commandé plus qu'il n'y paraissait. Jason n'avait pas vraiment regardé. Le restaurant avait simplement fourni le sac, fermé et scellé, comme il le faisait toujours. Il sortit de la voiture. La nuit était fraîche, pas froide, juste fraîche, d'une manière qui faisait poser les cheveux sur les bras. Il n'y avait pas de vent. Les feuilles des quelques arbres plantés dans le quartier ne bougeaient pas. Et la lumière des lampadaires semblait s'épaissir, comme si la nuit tentait de revenir à chaque instant, comme si la luminosité était un effort continu que la rue maintenait à peine. Jason monta les marches du porche. 3 marches. Elles étaient en béton gris, parfaitement usées, pas du tout comme si la maison venait d'être construite. Comme si des milliers de livraisons précédentes étaient venues ici, comme si ce moment avait été répété encore et encore. Mais c'était ridicule. Aucune de ces maisons n'avait plus de 10 ans selon la date de construction visible. La porte n'avait pas de sonnette. Jason frappa. 3 coups rapides, le motif habituel. Il attendit. Rien. Pas de pas. Pas de bruit. Juste le silence de Cedar Loop, qui semblait maintenant pressurisé, comme si l'air lui-même rétrécissait.
Il attendit 30 secondes. Puis il frappa de nouveau. La porte s'ouvrit. C'était une ouverture sans un visage, sans une présence, sans personne d'autre qu'une obscurité qui semblait émettre un vide. Jason aurait pu jurer, il l'aurait juré sous serment, plus tard, que la porte n'avait pas été ouverte par quelqu'un. Elle s'était simplement ouverte, comme si la maison elle-même avait décidé de se déplier. « Livraison », dit Jason, sa voix plus haute qu'il ne l'avait voulu. Rien ne répondit. Il regarda vers l'intérieur. Il ne voyait rien. Littéralement rien. Pas de hall d'entrée, pas de mur, pas de sol. Juste du noir. Pas même du noir comme du noir d'une pièce non éclairée. Il aurait pu voir les contours, les formes vagues de meubles. C'était un noir absolu. Le noir d'une photographie surexposée ou d'une hallucination. Jason sentait quelque chose se dérouler dans sa poitrine. Pas de la peur, pas encore, mais une prise de conscience lente que quelque chose avait changé dans la géométrie du monde. « Où dois-je laisser la commande » demanda-t-il. Les ténèbres intérieures ne répondirent pas. Il y eut un son. Lointain, comme des pas, mais il n'avait pas l'air de venir de l'intérieur de la maison. Il venait de derrière Jason, de la rue. Il se tourna. Les maisons avaient changé. C'était la seule façon de le décrire. Les numéros sur les boîtes aux lettres avaient changé. Ce qui était 46 il y a une minute était maintenant 42. Ce qui était 50 était maintenant 38. Et les maisons elles-mêmes semblaient avoir légèrement basculé, leurs porches pointant maintenant vers des angles légèrement différents, comme si quelqu'un avait tourné le quartier de quelques degrés pendant qu'il avait le dos tourné. Jason respira profondément. Une rationalisation. Il y en avait toujours une. « Peut-être que j'ai mal lu les nombres », murmura-t-il. Pas à quelqu'un en particulier, juste au monde, pour le faire savoir qu'il savait que c'était impossible. Derrière lui, la porte était toujours ouverte. L'obscurité attendait. Il se tourna à nouveau vers elle. « Je vais laisser la commande ici, à votre porte. D'accord ?» Il posa le sac sur le pas de la porte. C'est là que quelque chose de bizarre arriva. Le sac disparut. Pas graduellement, pas comme s'il glissait lentement vers l'intérieur. Il y eut un instant où le sac était là, le papier rouge brillant, les poignées blanches, visibles, tangibles, réelles. Puis il n'y était plus, comme si l'obscurité venait de le dévorer. Jason recula. Son cœur commençait à s'accélérer maintenant. Pas beaucoup, mais il commençait. « Bon, » dit-il. « Commande livrée. » Il descendit les marches du porche. Ses jambes étaient normales. Ses mains étaient normales. Tout son corps se comportait comme si c'était une livraison ordinaire et qu'il n'avait pas besoin de paniquer. Mais la déconnexion entre ce que son corps faisait et ce que son esprit savait était devenue très large. Il se dirigea vers sa voiture. Et c'est à ce moment que son téléphone vibra dans sa poche. Jason l'enlevait généralement pendant les livraisons, la sécurité, la batterie, le besoin de ne pas être distrait, mais ce soir, il l'avait gardé. Il le sortit maintenant. C'était une notification de l'application. Merci pour la livraison. Cliquez ici pour la notation. Il n'y avait pas de numéro de commande. Pas d'option d'évaluation en étoile. Juste un bouton qui disait « Continuer ». Une notification inhabituelle. Toutes les notifications habituelles avaient un petit symbole du restaurant. Celle-ci ne l'avait pas. Jason appuya sur le bouton. L'écran devint noir. Puis il afficha la navigation GPS. Mais ce n'était pas sa position. La miniature montrait le quartier d'une vue aérienne, et Jason pouvait voir Cedar Loop qui serpentait sous lui. Sauf que ce n'était pas un serpent, c'était un cercle parfait qui se bouclerait sur lui-même si on le suivait assez longtemps. En haut de l'écran était écrit « Navigation reprenant automatiquement ». Jason leva les yeux de son téléphone. Il avait atteint sa voiture. Il était maintenant assis dedans. Il ne se souvenait pas d'être monté dedans, mais il y était, et le moteur était allumé. Les phares illuminaient la rue devant lui. Le GPS parlait. Continuez sur Cedar Loop. Destination à votre droite, dans 800 mètres. Mais il n'était pas en train de rouler. Sa voiture était simplement assise dans l'allée de la maison 44, le moteur au ralenti, l'embrayage dégagé. Jason regarda son téléphone. Batterie à 47%. Pas de signal. Pas de 4G. Juste les 2 barres blanches de l'appel d'urgence. Il regarda par le pare-brise.
Les rues n'avaient pas changé. Il l'avait changé. Ou il avait changé sa compréhension d'eux. Mais maintenant, il pouvait voir la répétition plus clairement. La maison directement en face de son auto était la maison 44. Numérotée différemment, mais identique en apparence au bâtiment derrière lui. Jason appuya sur la pédale d'accélérateur. La Toyota avança. Elle glissa dans Cedar Loop, vers l'avant, vers n'importe où. Il aurait tout aussi bien pu se diriger vers l'arrière. La rue était la même dans les deux directions. Continuez sur Cedar Loop, destination à votre droite, dans 600 mètres. Elle était à nouveau à 600 mètres. Elle avait réinitialisé. Jason enfonça l'accélérateur. La voiture s'accéléra, passant de 30 km/h à 50, à 70. La rue glissait. Les maisons glissaient. Les numéros sur les boîtes aux lettres se brouillaient, devenant illisibles. Une bande de chiffres qui changea trop rapidement pour être comprise. Il vit le numéro 44 2 fois, puis 4 fois, puis il cessa d'en tenir compte. Destination à votre droite, dans 100 mètres. Il avait seulement parcouru un peu plus d'une demi-minute. À 70 km/h, il devrait avoir couvert plusieurs centaines de mètres. Plus que 100. Beaucoup plus. Jason relâcha l'accélérateur. La voiture ralentit. Il regarda à droite. La maison 44. Identique à chaque détail. La porte était fermée maintenant. Mais il savait qu'elle s'ouvrirait quand il la ouvrirait. Ou plutôt, il savait maintenant ce qui se passerait réellement. Il descendrait de la voiture, il monterait les marches, il frapperait à la porte s'ouvrirait sur l'obscurité, il poserait la commande, et la commande disparaîtrait. Mais il n'avait pas de commande. Il l'avait laissée derrière. Il l'avait posée à la porte. À moins que ce ne soit maintenant plus tôt que plus tard. Destination à votre droite, dans 800 mètres. Le GPS s'était réinitialisé. Ou bien, il avait réappuyé sur le bouton de navigation. Il ne se souvenait pas de l'avoir fait. Mais son téléphone était toujours à la main, et ses doigts étaient encore mouillés, comme s'il venait de le tenir à travers du verre trop longtemps. Jason posa le téléphone sur le siège passager. Il regarda par le pare-brise. En avant, les lampadaires de Cedar Loop s'allumaient, pas progressivement, mais instantanément, apparaissant à l'existence dès que son regard les attendait. La rue s'étendait devant lui, parfaite, répétée, impossible. Il détacha sa ceinture de sécurité. Il descendit de la voiture. Il laissa la porte ouverte et les clés dans le contact, le moteur qui tournait doucement. Il commença à marcher. Les chaussures de livraison de Jason, des Timberland noirs confortables qu'il avait payés de sa poche, faisaient un bruit sourd sur le trottoir. Le seul bruit à part le ralenti doux de la voiture derrière lui et la respiration régulière du vent qui ne soufflait pas. Il marcha, compta ses pas. 1, 2, 3, 40, 100. Les maisons glissaient à côté de lui. 42, 44, 46, 48. Il essaya de compter plus vite, d'anticiper quand il arriverait à une rue perpendiculaire. Mais les rues perpendiculaires ne venaient jamais. Cedar Loop se déroulait comme un ruban, parfait, infini, ou presque infini, jusqu'à ce que le brouillard jaune des lampadaires commence à l'engloutir. Jason s'arrêta. Il respira. Son cœur battait maintenant d'une manière régulière mais rapide, pas panique, juste vigilance élevée. Ceci était fine. C'était anormal, mais c'était finaux. Il pouvait le gérer. Les gens géraient les choses étranges tout le temps. Les gens marchaient dans les brumes. Les gens se trouvaient dans des endroits bizarres. Les gens survivaient. Il se tourna pour regarder derrière lui. La voiture avait disparu. Pas gravement. Juste nulle et non avenue. Les lampadaires s'étendaient dans les deux sens, uniformément, symétriquement. Les maisons alternaient de chaque côté de la rue avec une mathématique horrible. Il n'y avait aucun signe qu'il y avait jamais eu un véhicule Toyota blanc, aucun signe qu'un homme nommé Jason Mills était venu ici, aucune preuve que son existence avait jamais enregistré sur le quartier de quelque manière que ce soit. Il regarda son téléphone. Batterie à 43%. Pas de signal. L'application de livraison était toujours ouverte. Elle affichait toujours la même chose. Client dehors en attente. Jason lut les mots plusieurs fois, comme si la répétition pouvait changer leur signification. Client dehors en attente. Pas client à l'intérieur en attente. Pas client prêt à ouvrir. The Horse. En attente.
Il regarda les maisons de l'autre côté de la rue. Et ce fut à ce moment-là qu'il vit pour la première fois l'ombre. C'était dans une fenêtre d'une maison, peut-être la 38e, peut-être la 50e. Une silhouette noire, vaguement humaine, debout derrière le verre. Elle n'avait pas de visage, aucun détail, juste une forme, et elle regardait Jason. Jason clignait des yeux. L'ombre restait. Ce n'était pas une réflexion, il n'y avait aucune lumière à l'intérieur de la maison pour créer une réflexion. Ce n'était pas un artefact des lampadaires. L'angle était faux, la géométrie était fausse. C'était quelque chose qui se tenait à l'intérieur de cette maison, et elle le regardait à travers le verre avec ce qu'il pourrait seulement décrire comme de l'intérêt. Jason se mit à marcher de nouveau, plus vite cette fois. Ses chaussures claquaient sur le béton, en rythme, en panique. Non, pas en panique. En panique, c'était quand vous perdiez le contrôle. Jason était toujours au contrôle. L'ombre ne disparut pas quand il marcha. Il sentit simplement que ses yeux avaient quitté le point où l'ombre existait. Mais quand il regarda de nouveau par-dessus son épaule, elle était toujours là. Ou du moins, une ombre était là. Dans une maison différente maintenant, à un étage différent. Comme si elle s'était déplacée avec lui. Comme si elle le suivait. C'est à ce moment que le message apparut sur son téléphone. « Où vas-tu » Pas une notification. Pas un message de la plateforme. Juste du texte blanc sur un fond noir, apparu au milieu de l'écran, recouvrant tout le reste. Pas de clavier. Pas d'option pour répondre. Juste « Où vas-tu » Jason arrêta de marcher. « Je rentre chez moi », dit-il à voix haute. À personne, à l'air, à la rue. Le téléphone vibra. Un nouveau message. « Le retour est fermé ce soir ». Jason baissa les yeux sur l'appareil. Son doigt tremblait quand il le leva. Pas tremblait, mais était, vibra-t-il, comme électriquement excité par des neurotransmetteurs qui inondaient son système sanguin. Son cœur n'était plus en vigilance élevée. Son cœur était maintenant en alarme. « Qui es-tu » tapa-t-il dans l'écran. Il attendit. Pas de réponse. Puis, après quelques secondes, le texte blanc réapparut. « Le client. Toujours. » Jason lâcha le téléphone. Il tomba sur le trottoir. L'écran ne se craquela pas. L'appareil ne se cassa pas. Il atterrit simplement sur le béton gris avec un bruit creux et continua à fonctionner. L'écran pointant vers le haut, affichant des mots blancs qu'il ne pouvait plus lire à partir de là où il se tenait. Il commença à courir. Les maisons glissaient plus rapidement maintenant. Un flou blanc avec des détails noirs qui ponctuaient le centre de son champ de vision. Les lampadaires s'allumaient devant lui et s'éteignaient derrière lui, créant une piste de lumière qui semblait se refermer comme une trappe. Ses chaussures claquaient. Ses respirations étaient aiguës. Ses poumons brûlaient d'une manière qui lui disait qu'il n'avait pas couru comme ça depuis le lycée, depuis qu'il n'était rien de plus qu'un animal qui s'échappait. Et puis il entendit. C'était lointain, mais présent, comme un moteur qui tourne au loin, un moteur familier, le diesel de sa Toyota. Elle roulait derrière lui sur Cedar Loop, à peu près à la même vitesse que sa course, gardant ses distances, ni se rapprochant, ni s'éloignant. Juste présentant. Jason ralentit un peu et regarda par-dessus son épaule. La voiture blanche était là, à peut-être 50 mètres, ses phares au large pointant droit devant, ses feux de circulation en attente. Aucune personne visible derrière le volant. Aucun mouvement du véhicule qui suggérait une conduite consciente. Juste une voiture qui roulait, vide, guidée par quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Jason s'arrêta. Il se tourna pour faire face à la voiture. « Qu'est-ce que tu veux » cria-t-il. La voiture ralentit. Elle continua à avancer lentement, régulièrement, inexorablement. Elle n'accélère pas. Elle n'a pas freiné brusquement. Elle l'a simplement approché comme une bête patiente qui savait qu'il y avait nulle part où aller. Jason courut de nouveau. Mais cette fois, il quitta la route. Il coupa à travers une pelouse, s'approchant d'une des maisons blanches. Peut-être, pensa-t-il, s'il entrait à l'intérieur d'une maison, cela changerait quelque chose. Peut-être que la logique de Cedar Loop était basée sur la route, sur le mouvement linéaire, et que traverser une barrière pourrait rompre l'enchantement. Il monta rapidement les marches d'un Porsche et frappa à la porte. « S'il vous plaît » cria-t-il. « Quelqu'un » La porte s'ouvrit. L'homme qui se tenait de l'autre côté était vaguement familier. Pas quelqu'un que Jason connaissait.
mais quelqu'un que Jason avait vu avant. Ses cheveux étaient gris, son visage était creusé, et ses yeux avaient l'apparence de quelqu'un qui n'avait pas dormi correctement en années. Il portait une chemise blanche passée, comme un uniforme, ou comme les vêtements d'un homme qui avait porté la même chose pendant très longtemps. « Puis-je vous aider ?» demanda l'homme, son accent dur à déterminer, mélange de douzaines d'accents régionaux américains comprimés dans une seule voix faible. « Je suis coincé, » haleta Jason. « Je suis un livreur. Je suis entré dans cette rue et je ne peux pas sortir. Il y a une voiture. »« Oui, » dit l'homme en hochant la tête. « La voiture. C'est ce qui nous arrive à tous, au début. »« Nous ? Entrez. » L'homme s'écarta de la porte. Jason, qui aurait dû méfier, qui aurait dû écouter chaque alarme qui sonnait dans son système nerveux, entra. L'intérieur de la maison était exactement ce à quoi il s'attendait. Vide. Pas vide comme une maison vide. Vide comme une maison de démonstration qui avait oublié d'avoir des détails. Il y avait des murs beiges. Il y avait un sol gris. Il y avait une lumière blanche uniformément distribuée qui ne semblait venir d'aucune source spécifique. Et il y avait une porte menant plus loin à l'intérieur sur laquelle était gravé le numéro 44 dans une police sans sérif simple. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Jason. « Ceci est la tente, » dit l'homme. Il ferma la porte derrière Jason. À travers la porte, Jason entendit le moteur de sa voiture s'arrêter. « Vous avez une commande à faire, monsieur. Jusqu'à ce que vous la remettiez, vous êtes ici. »« Je l'ai livrée. À la maison 44. Je l'ai laissée à la porte. »« Non, » dit l'homme. Sa voix avait une qualité de feuilletage, comme s'il parlait à partir d'une profondeur intérieure. « Vous l'avez laissée à une porte, mais la commande n'a pas été reçue correctement. La transaction n'est pas complète. Tant que cela n'est pas complète, vous êtes en état de livraison. Et tant que vous êtes en état de livraison, vous êtes ici. » Jason regarda autour de la pièce. « Combien de temps ai-je été ici ?»« Cela dépend comment on compte, » dit l'homme. Jason se tourna pour lui faire face directement. « Tu veux dire que je suis venu ici avant ?» L'homme ne répondit pas. Il se tourna simplement et commença à marcher vers la porte marquée 44. « Viens, » dit-il. Jason voulait refuser. Chaque instinct qu'il possédait était hurlant. Mais il y avait aussi une curieuse logique à tout cela. Si l'homme avait tort, Jason mourrait probablement ici. Si l'homme avait raison, Jason mourrait probablement aussi. Mais du moins, il comprendrait comment. Et compréhension, pensa Jason de manière macabre, était mieux que confusion. Il suivit. Au-delà de la porte se trouvait un couloir qui ne devrait pas avoir pu tenir à l'intérieur de la petite maison qu'il venait de quitter. Le couloir s'étendait, apparemment sans fin, avec des portes de chaque côté. Certaines portes étaient marquées avec des numéros. Certaines étaient marquées avec des noms. Certaines n'étaient marquées qu'avec du noir. « Combien ?» demanda Jason. « Assez, » dit l'homme. « Assez de nous. Et assez à venir. » Ils marchèrent. Jason compta les portes. 10, 20, 50. Les numéros n'étaient pas en ordre. Il y avait un 78, puis un 12, puis un 450. Les noms ne lui disaient rien. Sarah, Michael. Une série de hiéroglyphes. Un mot écrit entièrement en pointillé. « Pourquoi sommes-nous en retard ?» demanda l'homme sans regarder derrière lui. « Pardon ? Pourquoi ta commande était-elle importante ? Pourquoi ce client a-t-il appelé cette nuit ?» Jason y pensa. « Parce qu'il payait bien. »« Non, » dit l'homme. Ce ne fut jamais une question d'argent. Ils arrivèrent à la fin du couloir. Il y avait une dernière porte. Elle était marquée 44. L'homme l'ouvrit. De l'autre côté se trouvait une pièce, pas comme une salle de séjour ou une chambre. C'était plus comme l'intérieur d'une caverne qui avait été éclairée par une unique ampoule. Il y avait du béton gris pour les murs. Il y avait une chaise au milieu de la pièce. Et sur la chaise, pelotonnée, était Michel. Jason sentit son souffle se coincer dans sa poitrine. Michel. Elle leva les yeux vers lui. Ses yeux avaient la même rouille que ceux de l'homme. Ses cheveux, une fois blonds et soyeux, étaient maintenant ternes et emmêlés. Elle portait une robe blanche, la même robe qu'elle avait portée le jour où il l'avait demandée en mariage, 9 ans auparavant. « Tu es venu, dit-elle, pas comme une question. Qu'est-ce que c'est ?» Jason regarda l'homme. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?»« Rien, » dit l'homme. « Nous lui avons simplement posé une question. Nous lui avons demandé pourquoi elle te quittait.
Pourquoi elle pensait que tu ne savais que exister et non vivre? Nous l'avons demandé 100 fois, 1000 fois. À chaque itération de Cedar Loop, nous lui posons de nouveau. Et à chaque itération, elle essaye de s'échapper. Mais elle ne peut pas. Nul ne peut. Pourquoi m'as-tu livré ici? Demanda Jason. Parce que c'est tout ce que tu fais, répondit l'homme. Tu livres. Tu vas de point A au point B, tu fournis quelque chose à quelqu'un d'autre, et tu t'imagines que c'est la vie. Alors ici, tu livres pour toujours, jusqu'à ce que tu comprennes ce que tu as perdu en la faisant. Michelle se leva de la chaise. Elle s'approcha de Jason. Elle posa ses mains sur son visage. Ses mains étaient froides. « Je voulais que tu sentes mon absence, » dit-elle doucement. « Quand je suis parti, tu ne te sentais rien. Tu as juste changé ton horaire et continué à livrer. Alors le quartier a dit oui. Le quartier a dit que c'était juste. Le quartier a dit qu'il te montrerait ce que tu livres vraiment. Michel, Il n'y a rien à dire, dit-elle. Elle lâcha son visage et s'éloigna. Elle revint à la chaise et s'y assit de nouveau, retournant à sa position pelotonnée. Tu dis simplement à la personne suivante, et à la personne après cela. Tu dis à Cedar Loop qu'il y a toujours quelqu'un de plus à livrer, quelqu'un d'autre qui ne sait comment vivre, quelqu'un d'autre qui doit apprendre. Jason regarda l'homme. « Et toi, tu livres quelqu'un? »« Non, » dit l'homme. « J'étais le premier. Il n'y avait personne avant moi. J'ai juste compris les règles. J'ai juste accepté mon rôle. Et maintenant je suis le gardien de Cedar Loop. Et maintenant tu l'es aussi. »« Non, » dit Jason. Il se tourna et courut. Il s'enfuit du couloir, s'enfuit par les portes qui se déverrouillaient devant lui, comme s'il les avait appelées, s'enfuit à travers la maison vide, s'enfuit par la porte d'entrée, s'enfuit dans Cedar Loop. Et la rue avait changé. Elle s'étendait maintenant dans les deux sens, courbe et serpentine, une boucle dans la géométrie qu'il pouvait maintenant voir clairement. Et en attendant sur Cedar Loop, dans chaque allée, dans chaque Porsche, il y avait des voitures, des Toyota comme la sienne, des Hyundai, des Ford, des Tesla, des dizaines de voitures, des centaines peut-être. Et dans chaque voiture, il pouvait voir une silhouette, un visage qui regardait droit devant, sur le verre du pare-brise, sombre et patient. Un message apparut sur une enseigne noire, éclaircée par un projecteur qui n'avait pas été là auparavant. La prochaine livraison est prête. Jason vit un sac rouge isotherme dans la rue devant lui. Il était seul, propre, vide, il le savait, du contenu qui importait vraiment. Juste un conteneur, juste une mission à accomplir. Il regarda son téléphone. Batterie à 12%. Pas de signal. L'application affichait toujours le même message. Client dehors en attente. Jason regarda l'une des voitures. Le conducteur dedans avait le même visage gris, exténué que l'homme du couloir. Un livreur. Un gardien de Cedar Loop. Quelqu'un qui savait maintenant qu'il ne quitterait jamais cette rue, qu'il n'existerait jamais nulle part d'autre que dans cette boucle parfaite où les commandes attendaient d'être livrées, où les questions attendaient d'être posées, où les gens attendaient d'apprendre. Une itération à la fois, que la vie exigeait plus que le mouvement de A à B, mais que cela n'importait plus parce qu'il n'y aurait jamais d'ailleurs. Jason prit le sac. Il était lourd, plus lourd qu'avant, comme s'il contenait quelque chose de significatif. Il se tourna, cherchant la maison 44. Elle était maintenant en face de lui, comme si elle avait toujours été le but final. Il monta les marches. Il frappa à la porte. La porte s'ouvrit sur une obscurité absolue. « Livraison », dit Jason, et sa voix était maintenant la même que celle de l'homme, plate, évidée, sans urgence. Il posa le sac. Le sac disparut dans les ténèbres. Son téléphone vibra. Un message s'afficha. « Merci pour la livraison. Cliquez ici pour la notation. » Il n'appuya pas sur le bouton. Il savait déjà où il le mènerait. À la place, il regarda le ciel au-dessus de Cedar Loop. Il était noir, sans lune, sans étoiles, parfaitement noir, comme si l'univers en dehors de cette rue avait décidé de se voiler. Il entendit une voiture démarrer. Sa voiture, elle était garée dans l'allée de la maison 44. La portière du côté conducteur était ouverte. Le moteur tournait au ralenti. Jason marcha vers elle. Il s'assit derrière le volant. Il regarda le GPS. Continuez sur Cedar Loop. Destination à votre droite, dans 800 mètres.
Il enfonça la pédale d'accélérateur. La voiture avança. Et dans le rétroviseur, il vit un homme en costume blanc, dégingandé, avec un visage gris et creusé, marcher lentement vers une autre voiture. Le gardien précédent. Son prédécesseur dans ce travail de livraison éternelle. Jason savait maintenant ce qui arriverait après cela. Il savait qu'une autre voiture arriverait dans Cedar Loop, une Toyota blanche avec un conducteur nouveau, avec une commande à livrer, avec une question à répondre. Il savait qu'il aurait la possibilité de devenir le gardien ou de devenir simplement un autre client attendant. Il savait aussi que quand il appuierait à nouveau sur le bouton de navigation, le monde en dehors de Cedar Loop lui montrerait quelque chose. Pas sa maison, pas sa vie, pas un quelconque lieu ou moment autre que celui-ci, dans cette rue courbe et parfaite. Simplement une continuation du seul endroit qui existait maintenant. La voiture roula dans la nuit de Cedar Loop. Les lampadaires s'allumaient devant Jason et s'éteignaient derrière lui. Les maisons passaient. 44, 46, 48, 50, 42, 44 de nouveau. Dans une progression qui n'était pas linéaire, mais qui semblait invariablement correcte, comme si la géométrie elle-même avait décidé qu'il n'y avait nulle part ailleurs à aller. Et sur le siège passager, son téléphone continuait à montrer la même notification, rafraîchie encore et encore, que le client attendait toujours, que quelque chose toujours attendait, que le cycle allait continuer jusqu'à ce que celui qui livrait comprenait enfin que personne ne livrait jamais vraiment quoi que ce soit, seulement des pièces de soi-même, fragmentées, distribuées, perdues, une transaction à la fois. Jason appuya sur le bouton de navigation. L'écran montra Cedar Loop d'une vue aérienne, la rue serpentine en boucle, le cercle qui se bouclerait pour toujours, sans début, sans fin, juste la répétition parfaite de quelque chose qui avait commencé une nuit quand un homme nommé Jason Mills avait décidé que $270 valait n'importe quoi, n'importe où, n'importe quel prix. La voiture continua. En quelque part dans une vraie banlieue, dans une vraie maison, Michel se demandait quand il viendrait enfin la chercher. Elle avait quitté la note sur la table de la cuisine. Elle avait fermé la porte. Elle avait supposé qu'il viendrait. Mais Jason n'était jamais venu. Et Cedar Loop attendait toujours une autre livraison. Le GPS affiche 00 comme heure d'arrivée. Les coordonnées changent pendant qu'Étienne les regarde. Chiffres qui se réécrivent comme une équation qui refuse de se résoudre. Étienne Brochard a 27 ans et 3 semaines d'ancienneté comme livreur pour Delive Now. Il conduit une Clio d'occasion qui sent le désodorisant vanille et l'anxiété, sur les routes périphériques de Villeurbanne où les ronds-points se ressemblent tous à la tombée de la nuit. Ce soir de novembre, l'air a ce poids humide qui annonce la pluie sans jamais la donner, et les lampadaires dessinent des halos oranges sur l'asphalte mouillé de brouillard. La commande est apparue à 21h47. 95 € pour une course simple. Aucun restaurant indiqué, juste une adresse de départ quelque part zone industrielle des Brosses et des coordonnées d'arrivée qui clignotent en vert fluo sur son téléphone. Étienne a hésité 15 secondes. Depuis qu'il a quitté son poste de préparateur pharmaceutique, licenciement économique, 3 phrases sèches de son manager, même pas de poignée de main, il calcule chaque plein d'essence, chaque repas. 95 €, c'est 2 jours de loyer. Il a accepté. Le point de départ n'existe pas vraiment. Pas de restaurant, pas d'enseigne. Juste un sas métallique devant un entrepôt sans nom. Et un sac isotherme bleu posé contre le mur. Comme si quelqu'un l'avait déposé là, en sachant exactement quand Étienne arriverait. Le sac est froid au toucher. Plus froid que la température ambiante ne le justifie. À l'intérieur, un contenant en polystyrène scellé. Aucune odeur, aucun bruit de liquide. Étienne ne l'ouvre pas, ce n'est pas son rôle, et il a besoin de ses 95 €. Il démarre. L'application lui indique de prendre la D383, direction sud-est. La voix synthétique du GPS a un léger grésillement, comme une radio mal syntonisée. Dans 300 mètres, tournez à droite. Étienne connaît cette zone. Terrain vague, parking de poids lourds, cette frontière grise où la ville s'effiloche en zone commerciale abandonnée. Il ne vient jamais ici, sauf pour les livraisons. Personne ne vient ici par choix. Le premier changement se produit au rond-point du chêne mort. L'application émet un bip doux et l'itinéraire se redessine.
La ligne bleue qui traçait un trajet de 12 minutes se tord, s'allonge vers l'est. Les coordonnées GPS en haut de l'écran clignotent. 45 739, 49 feet, 95 euros. La route rétrécit. Les lampadaires s'espacent. Entre deux halos de lumière, l'obscurité s'épaissit, presque granuleuse. Étienne allume les feux de route. Le faisceau révèle une départementale qu'il ne reconnaît pas, bordée de panneaux de chantier orange et blanc, certains renversés dans le fossé. Déviation 500 meters. Annonce un panneau criblé d'impacts. Gravillon, oiseaux, peut-être balle à plomb. La peinture réfléchissante est terne, comme si personne n'était passé ici depuis des mois. L'application bip encore. Nouvelle route. Les chiffres des coordonnées se réécrivent. Rapide, 3 fois en 10 secondes. Étienne ralentit. Son pouce hésite au-dessus du bouton « Annuler la course ». Mais l'annulation sans motif valable entraîne une pénalité. Et il a besoin de ses 95 euros. La voix du GPS reprend. Continuez tout droit pendant 800 mètres. Sauf que la voix est légèrement différente. Plus grave de 2 tons. Étienne se dit qu'il l'imagine. La route devient autre chose. Le bitume laisse place à une surface plus lisse, plus neuve, d'un gris presque blanc qui luit sous les phares comme de l'os poli. Pas de marquage au sol, pas de bas-côté. Juste cette bande de béton qui file droit entre des terrains vides, hérissés de grillages de chantier et de pelleteuses immobiles. L'une d'elles a le bras levé, figé en plein mouvement, silhouette de menthe religieuse mécanique contre le ciel sans étoiles. Étienne baisse sa vitre. L'air sent le ciment frais et quelque chose de métallique, comme l'odeur d'un orage qui tarde. Aucun bruit de circulation, aucun bruit d'animaux. Juste le ronronnement de son moteur et le souffle du vent qui fait vibrer les bâches des échafaudages. Sur sa droite, un bâtiment à moitié construit dresse ses murs nus, fenêtres sans vitres qui ressemblent à des orbites vides. Des câbles électriques pendent du plafond inexistant. Pas de lumière à l'intérieur. Pas de lumière nulle part, sauf ses phares. Le téléphone vibre. Nouveau trajet. La ligne bleue se tord encore, bifurque à angle droit vers une route qui n'apparaissait pas sur la carte il y a 30 secondes. Étienne s'arrête. Pose la main sur le levier de vitesse. Moteur au point mort. Quelque chose ne va pas. Pas de manière évidente, pas de manière qu'il pourrait expliquer à l'assistance d'Elive Now, mais quelque chose dans la façon dont cette route semble l'attendre, dans le silence trop parfait, dans l'absence totale de vie. Il déverrouille son téléphone pour appeler le support. Pas de réseau, aucune barre. Pourtant, l'application fonctionne parfaitement. Le point bleu qui le représente pulse au centre de l'écran, vivant, insistant. Tournez à droite dans 50 mètres. La voix est encore différente, presque familière maintenant. Étienne se rend compte avec un frisson désagréable qu'elle commence à ressembler à la sienne. Il tourne à droite parce qu'il ne sait pas quoi faire d'autre. La nouvelle route est encore plus récente, si neuve que des bandes de caoutchouc noirci marquent encore l'endroit où les rouleaux compresseurs se sont arrêtés. La ligne s'interrompt net après 200 mètres, comme si les ouvriers avaient fui en plein travail. Au-delà, de la terre retournée, des monticules de gravier, et quelque chose qui brille faiblement dans l'obscurité. Étienne plisse les yeux. C'est une maison, ou plutôt la structure d'une maison, ossature de bois et plaques de plâtre, mais avec de la lumière aux fenêtres. Une lumière jaune, chaude, comme celle d'un intérieur habité. Elle ne devrait pas être là. Il consulte la carte sur son téléphone. La maison n'y figure pas. Rien n'y figure d'ailleurs. Juste une étendue grise, vide de toute annotation, comme une zone que la cartographie n'a jamais touchée. Le GPS bip. Les coordonnées finales. Elles correspondent exactement à la maison illuminée. Étienne coupe le moteur. Dans le silence qui suit, il entend le tic-tic-tic du métal qui refroidit, et plus loin, très loin, un bourdonnement grave, presque infrasonore. Ça vibre dans sa poitrine, ça fait trembler l'air. Il descend de voiture, le sac isotherme à la main. Le gravier crisse sous ses baskets. La température a chuté. Son souffle fait de la vapeur. La maison est à 50 mètres. Maintenant qu'il s'approche, il voit qu'elle est inachevée. Pas de porte d'entrée. Juste un cadre ouvert sur un intérieur pourtant éclairé. Les fenêtres ont du verre, neuf, impeccable. Mais les murs extérieurs sont du contreplaqué brut, et le toit n'est qu'une charpente couverte de bâches bleues qui claque doucement dans le vent. Pourtant,
La lumière à l'intérieur est stable, domestique. Étienne voit un couloir avec du parquet, un radiateur blanc fixé au mur, une suspension au plafond. Il s'arrête à 10 mètres. Il y a quelqu'un? Sa voix sonne faux, avalée par l'espace vide autour de lui. Personne ne répond. Mais à l'une des fenêtres du premier étage, un premier étage qui ne devrait pas tenir debout vu l'état de la structure, une silhouette passe. Trop rapide pour qu'Étienne en distingue les détails. Juste une ombre verticale qui traverse le rectangle de lumière et disparaît. Son téléphone vibre. Notification delivered now. Vous êtes arrivé. Veuillez confirmer la remise. En dessous, un bouton vert. J'ai livré la commande. Étienne regarde la maison, regarde son téléphone, regarde le sac isotherme dans sa main. Le poids a changé. C'est plus lourd maintenant. Ou plus léger. Il n'arrive pas à décider. Il y a quelqu'un? Répète-t-il, plus fort. Cette fois, une réponse. Pas une voix. Un son. Un grincement de bois, long et plaintif, comme un parquet sous un pied. Puis un autre. Des pas. Quelqu'un descend un escalier qu'Étienne ne voit pas. Les pas se rapprochent du seuil, et dans l'embrasure de la porte inexistante, la silhouette apparaît. C'est un homme, taille moyenne, mince, vêtu d'un jean et d'un sweat gris à capuche. Le visage est dans l'ombre, contre-jour de la lumière intérieure. Mais il lève une main, geste lent, délibéré, et fait signe à Étienne d'avancer. Étienne ne bouge pas. Chaque instinct de son corps lui hurle de remonter en voiture, de faire demi-tour, de fuir même si ça signifie rouler à travers les gravats et les grillages. Mais la silhouette attend, main toujours levée, et l'application vibre encore. Confirmer la remise. Confirmer la remise. Confirmer la remise. Le texte clignote, de plus en plus vite, et l'écran chauffe contre sa paume. J'ai votre commande, dit Étienne, et sa voix tremble. Il avance de 3 pas, puis 3 autres. Le gravier, puis de la terre, puis ce qui ressemble à du parquet. Impossible, en plein air, sous ses pieds. La silhouette recule dans la maison, s'enfonce dans le couloir éclairé, et Étienne se retrouve à franchir le seuil. L'intérieur est réel, trop réel. Murs peints en blanc cassé, plaintes en bois, une odeur de peinture fraîche et de quelque chose d'autre, quelque chose d'organique et de doux. Étienne pose le sac sur une console qui ne devrait pas exister. La silhouette est au bout du couloir, dos tourné. Elle ne bouge plus. Étienne ouvre la bouche pour parler, mais la silhouette lève une main, le même geste qu'avant, et entre dans une pièce sur la gauche. Étienne la suit. Il ne sait pas pourquoi. Peut-être parce que cette maison, aussi impossible soit-elle, est moins terrifiante que l'obscurité dehors. Peut-être parce qu'une part de lui, la part qui a toujours fait ce qu'on lui demandait, qui a accepté le licenciement sans se battre, qui a pris cette course sans poser de questions, continue simplement d'obéir. La pièce est un salon. Canapé gris, table basse en verre, télévision éteinte au mur. Une fenêtre donne sur l'extérieur, et Étienne aperçoit sa Clio garée dans le noir, phares éteints. Il ne se souvient pas de les avoir éteints. La silhouette est assise sur le canapé, de dos, immobile. « Vous avez commandé une livraison », dit Étienne. Sa voix sonne comme une question. La silhouette ne répond pas. Ne bouge pas. Étienne contourne le canapé, lentement, et son cœur cogne si fort qu'il l'entend dans ses oreilles. Il voit d'abord le profil, mâchoire, nez, front, puis le visage entier, et son cerveau refuse de comprendre ce qu'il voit pendant 3 longues secondes. C'est son visage. Pas une ressemblance, pas un sosie. Son visage. Même tache de rousseur sur la tempe gauche, même petite cicatrice sous la lèvre inférieure, même grain de beauté au coin de l'œil. La silhouette le regarde avec ses propres yeux et sourit avec sa propre bouche, et Étienne recule si violemment qu'il percute la table basse. Le verre vibre, mais ne se brise pas. Qu'est-ce que... La silhouette se lève. Même taille, même démarche. Elle tend une main vers lui, et Étienne voit qu'elle porte la même alliance en acier, qu'il a achetée dans un marché aux puces, alliance qu'il porte au majeur droit parce qu'il n'est pas marié, qu'il ne l'a jamais été, mais qu'il aime le poids du métal contre sa peau. Étienne sort de la pièce, court dans le couloir. Le sac isotherme a disparu de la console. La porte d'entrée, le cadre vide, est toujours là, mais au-delà, ce n'est plus le chantier. C'est une autre route, neuve, blanche,
qui file entre des bâtiments à moitié construits. Et au bout, une autre lumière. Il court vers sa voiture. Il court vers sa voiture. Démarre sans attacher sa ceinture, sans vérifier les rétroviseurs. Les roues patinent dans le gravier, puis accrochent le béton. Il fonce droit devant, pédale d'accélérateur au plancher. La maison disparaît derrière lui, mais dans le rétroviseur, il voit la silhouette debout sur le seuil, qui le regarde partir. Le GPS se rallume. Recalcul de l'itinéraire. La voie est la sienne. Parfaite, comme un enregistrement qu'il n'a jamais fait. Tournez à gauche dans 200 mètres. Non, dit Étienne à voix haute. Non, non, non. Il appuie sur le bouton d'accueil, essaie de fermer l'application. L'écran ne réagit pas. Le point bleu pulse, et la ligne bleue se redessine, serpente vers une nouvelle destination. Les coordonnées changent toutes les secondes. 45.7402, 4903, puis 45.7388, 4009 feet 77, puis des chiffres qui ne correspondent à rien de géographiquement possible. La route devant lui se divise. Bifurcation en Y, 2 branches identiques, même béton blanc, même grillage de chantier, même pelleteuse figée. Pas de panneau. Le GPS dit « Tournez à gauche ». Étienne tourne à droite. Le téléphone émet un son strident, une alarme qu'il n'a jamais entendue. L'écran devient rouge. Déviation détectée. Retour à l'itinéraire. La route à droite se termine 100 mètres plus loin en un mur de terre, 3 mètres de haut, infranchissable. Étienne freine. L'espnu crisse. Il s'arrête à 2 mètres du remblai. Derrière lui, dans le rétroviseur, un autre véhicule approche. Phare halogène, 2 yeux blancs dans la nuit. Étienne sent son estomac se tordre. Personne ne devrait être là. Personne ne peut être là. Le véhicule ralentit, s'arrête à 10 mètres. Même feu de position. Même forme de caisse. C'est une Clio, blanche, comme la sienne. Étienne verrouille les portières. Sa respiration embue le pare-brise. Le véhicule derrière lui ne bouge pas. Pas de conducteur visible, juste l'éclat des phares qui transforme l'habitacle d'Étienne en aquarium de lumière blanche. Le téléphone vibre. Nouvelle commande disponible. 95 €. Adresse de départ, sa position actuelle. Coordonnées d'arrivée, elle change, encore, toujours. Il passe la marche arrière. La Clio derrière lui recule au même moment, maintient la distance exacte. Étienne accélère. L'autre aussi. Il pile. L'autre pile. Synchronisation parfaite, comme un miroir temporel. Étienne coupe le moteur, arrache la clé du contact, sort de la voiture. L'air est glacial, âcre. Il marche vers l'autre Clio, poing serré, cœur en transe. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? La portière de l'autre voiture s'ouvre. Un homme en descend. Jean, baskets, blouson sombre. Il se tient comme Étienne se tient, épaules légèrement rentrées, tête penchée. Même silhouette. Mais le visage est dans l'ombre, sous le halo des lampadaires qui se sont allumés sans qu'Étienne s'en rende compte. L'homme avance. Étienne recule. Reste où tu es. L'homme s'arrête, puis lève lentement la main. Le même geste que la silhouette dans la maison, et Étienne voit l'alliance en acier au majeur droit. L'homme entre dans la lumière, et c'est encore son visage, mais plus vieux. 35 ans, peut-être 40. Cerne profond, rides au coin des yeux, cheveux grisonnants aux tempes. C'est lui dans 10 ans, ou 15. Ou une seule nuit répétée 1000 fois. Ça ne sert à rien de résister, dit l'homme, et c'est la voix d'Étienne, usée, éraillée. J'ai essayé. Tu vas essayer. Nous essayons tous. Nous? L'homme sourit, sans joie. Écoute la radio. Étienne retourne à sa voiture, jambes tremblantes. L'homme ne le suit pas. Il reste là, au milieu de la route, silhouette solitaire entre 2 halos de lumière. Étienne s'enferme dans l'habitacle, tourne la clé pour alimenter la batterie. La radio grésille, puis se stabilise. Une voix émerge, noyée dans les parasites. Tournez à gauche, dans 300 mètres. Pas la voix synthétique du GPS, une voix humaine. Sa voix. Mais il y en a d'autres en dessous, superposées. 10, 20, 100 voix, toutes identiques, qui donnent les mêmes instructions en boucle, décalées de quelques secondes, créant un écho infini. Tournez à gauche. Continuez tout droit. Vous êtes arrivé.
Confirmer la remise. Nouvelle commande disponible. Les phrases se chevauchent, se mélangent, deviennent une bouillie sonore où Étienne reconnaît quand même son intonation, son accent, sa façon de prononcer les R. Il éteint la radio. Le silence est pire. Dans ce silence, il entend le gravier crisser. L'homme approche. Étienne le voit dans le rétroviseur, qui marche lentement, les mains dans les poches, comme s'il avait tout son temps, comme s'il savait exactement ce qui va se passer. Étienne redémarre, fait demi-tour en 3 manœuvres maladroites. L'homme ne s'écarte pas. Étienne doit le contourner, si près qu'il voit son visage à travers la vitre passager. L'homme le regarde avec une expression indéchiffrable. Pitié, résignation, peut-être une pointe de soulagement. Puis il articule en silence, lèvres qui forment des mots qu'Étienne comprend parfaitement. À bientôt. Il roule. La route se déroule, identique, infinie. Panneaux de chantier, grillages, pelleteuses. Bâtiments inachevés qui défilent comme des décors de théâtre. Certains sont les mêmes, il en est sûr. Même configuration de fenêtres vides, même position de grue. Il passe devant 3 fois, 4 fois. La route boucle. Impossible, mais elle boucle. Le compteur kilométrique indique 287 km. Il a fait 15 km depuis le départ. Le réservoir affiche un quart de plein. Il était à moitié plein au départ. L'horloge du tableau de bord indique 22h03. Il est parti à 21h50, 13 minutes, ou des heures, ou des jours. Le téléphone vibre. Nouvelle commande. 95 €. Même adresse de départ. Zone industrielle des Brosses. Étienne rit, un son rauque qui lui fait mal à la gorge. Il accepte la course. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Le GPS le guide. Même route, même virage, même entrepôt sans nom. Le sac isotherme bleu est là, contre le mur, froid au toucher. Étienne l'ouvre cette fois. À l'intérieur, le contenant en polystyrène. Il soulève le couvercle. C'est un téléphone. Son téléphone. Modèle identique, coque identique, fêlure identique sur le coin inférieur gauche. L'écran s'allume. Notification deliver now. Nouvelle commande disponible. Étienne laisse tomber le sac. Le téléphone à l'intérieur et le téléphone dans sa poche vibrent à l'unisson. Il court à sa voiture, mais en se retournant, il voit une autre Clio garée de l'autre côté de l'entrepôt. Blanche. Phares allumés. Personne à l'intérieur. Il monte dans sa voiture. Du moins, il pense que c'est la sienne. Les dés accrochés au rétroviseur, le désodorisant vanille, la tache de café sur le siège passager. Tout est identique. Mais sur le tableau de bord, il y a quelque chose de nouveau. Un post-it jaune, une écriture qu'il reconnaît, parce que c'est la sienne. Combien de fois? En dessous, des bâtons. Comptage. Groupe de 5. Étienne compte. 83 bâtons. Sa main tremble quand il ajoute un trait au stylo qui traîne dans le vide-poche. 84. Il roule. Le GPS le guide vers les mêmes coordonnées changeantes, la même route qui rétrécit et blanchit, les mêmes chantiers abandonnés. Mais cette fois, il connaît le chemin. Il anticipe les virages. Il sait qu'après la pelleteuse au bras levé, il y aura la bifurcation en Y, et après la bifurcation, si on tourne à gauche comme le demande le GPS, la maison illuminée. Il tourne à gauche. La maison est là. Lumière aux fenêtres. Structure impossible. Silhouette qui attend sur le seuil. Mais cette fois, il voit d'autres voitures garées autour. 3 Clio blanches. Toutes identiques. Toutes vides. Étienne descend avec le sac. La silhouette fait signe d'approcher. C'est lui, il le sait maintenant. Lui à un autre moment, dans une autre boucle. Ou peut-être la même. Il entre dans la maison, dépose le sac sur la console. La silhouette est déjà dans le salon, assise sur le canapé. « Combien de fois ?» demande Étienne. La silhouette ne répond pas. Étienne s'approche, contourne le canapé. Ce n'est pas son visage, cette fois. C'est celui d'un inconnu. Femme d'une 50aine d'années, cheveux courts, expression vide. Elle le regarde sans le voir. Dans sa main, un téléphone. Écran allumé. Notification deliver now. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui a accepté une course, dit-elle. Et sa voix est mécanique, absente. 95 €. J'avais besoin de 95 €. Elle se lève, passe devant lui comme s'il n'existait pas, sort de la maison. Étienne la suit. Elle monte dans l'une des Clio, démarre,
s'éloigne sur la route blanche. Ses feux arrière disparaissent au premier virage. Étienne reste seul. La maison bourdonne derrière lui. Lumière chaude et stable. Son téléphone vibre. Il le sort. Notification. Confirmer la remise. Il appuie sur « J'ai livré la commande ». Un message apparaît. « Merci. Votre paiement de 95 € a été crédité. » Puis, « Nouvelle commande disponible. » Il rit encore, plus fort, presque des sanglots. Il remonte en voiture. Sur le post-it jaune, il ajoute un 5e trait, complétant le groupe. 85. Cette fois, il essaie de sortir. Ignore le GPS. Prend tous les virages en sens inverse. Roule plein nord, puis plein ouest, puis en cercle. Mais les routes le ramènent toujours au même endroit. Rond-point du Chêne-Mort. Entrepôt sans nom. Sac isotherme contre le mur. Il essaie de détruire le téléphone. Le jette par la fenêtre. 1 kilomètre plus loin, il vibre dans sa poche. Il le brise contre le tableau de bord. L'écran se fragmente, mais continue d'afficher les notifications. Lumière verte entre les fissures. Il essaye de refuser les courses. L'application se verrouille. Le moteur cale. Il reste bloqué au milieu de la route blanche jusqu'à ce qu'il accepte. Et alors, le moteur redémarre. Doux, obéissant. Il essaye de rester dans la voiture, de ne pas livrer. Le téléphone chauffe. Chauffe tellement que ça brûle à travers le tissu de son jean. Il sort, jette le sac sur le seuil de la maison, remonte en voiture. Mais la notification ne disparaît pas. Confirmer la remise. Il doit entrer. Il doit poser le sac sur la console. Il doit voir la silhouette. Parfois, c'est lui. Parfois, c'est la femme. Parfois, ce sont d'autres. Jeune homme aux dreadlocks, vieillard voûté, adolescente au regard perdu. Tous livreurs, tous piégés. Le compteur sur le post-it grimpe. 100, 150, 200. Étienne perd la notion du temps. Il ne sait plus s'il dort. Il ne sait plus s'il mange. Le sac isotherme est toujours froid. Parfois, il l'ouvre. Dedans, des téléphones. Toujours des téléphones. Parfois le sien, parfois d'autres modèles. Tous allumés, tous affichent Delive Now. À la 312e course, il voit quelque chose de différent. Une autre voiture sur la route. Pas une Clio. Un vieux Kangoo blanc, logo effacé sur la portière. Elle roule lentement, phare en veilleuse. Étienne la suit. Le Kangoo s'arrête devant l'entrepôt. Un homme en descend. Jeune, 25 ans peut-être, blouson de livraison, badge au nom illisible. « Hey !» crie Étienne. Il descend, court vers lui. « Hey, attends !» L'homme se retourne. Visage banal, fatigué, légèrement inquiet. « Quoi ? Ne prends pas le sac, ne fais pas la course, c'est un piège. » L'homme fronce les sourcils. « De quoi tu parles ? » La commande, les coordonnées qui changent, la route, la maison, tout ça. C'est un piège. Tu vas boucler. Tu vas te retrouver coincé à livrer encore et encore et... Mec, ça va ? L'homme recule. T'as bu ou quoi ? Non, écoute-moi. Étienne l'agrippe par le bras. L'homme se dégage violemment. Touche-moi pas, putain. J'ai une course à faire. Il prend le sac contre le mur. Remonte dans le Kangoo. Étienne frappe à la vitre. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Le Kangoo démarre. S'éloigne. Étienne reste là, à regarder les feux arrière disparaître au rond-point du Chêne-Mort, et il sait qu'il va le revoir. Dans la maison, ou sur la route, ou dans 10 ans, version vieillie, usée, résignée. Il retourne à sa Clio. Le post-it est plein. Il en colle un deuxième. Continue de compter. À un moment, après combien de courses ? 500 ? 1000 ? Il cesse de compter. Les post-it couvrent le tableau de bord, le pare-brise, les portières. Marques de bâtons qui se chevauchent, deviennent illisibles. Étienne ne sait plus pourquoi il comptait, ne sait plus ce qu'il comptait. Il roule. Livraison. Nouvelle commande. Livraison. Nouvelle commande. Les visages dans la maison changent, mais ce sont toujours les mêmes. Toujours des livreurs. Toujours cette expression quand il le voit. D'abord la peur, puis la compréhension, puis la résignation. Un jour, ou une nuit, il ne sait plus. Il se regarde dans le rétroviseur. L'homme qui le fixe a 40 ans. Cheveux gris. Cernes violets. C'est l'homme qu'il a vu sur la route.
lors de sa première boucle. Celui qui lui a dit « ça ne sert à rien de résister ». Il comprend. Il a toujours compris. Mais maintenant il l'accepte. Il roule vers l'entrepôt. Une voiture l'attend. Clio blanche, modèle récent. Un jeune homme en descend. 27 ans. Visage frais. Pas encore marqué. Il porte un blouson que Étienne reconnaît, parce qu'il le portait il y a très longtemps, avant que le tissu ne s'use, avant qu'il ne le perde dans une boucle qu'il ne se rappelle plus. Le jeune homme le voit, s'approche. Il y a quelqu'un? Étienne descend de sa voiture. Se tient au milieu de la route. Le jeune homme s'arrête à 3 mètres. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Étienne sourit, sans joie. Il connaît cette scène. Il l'a vécue. Il la vivra encore. Ça ne sert à rien de résister, dit-il. Et sa voix est éraillée, presque inaudible. J'ai essayé. Tu vas essayer. Nous essayons tous. Nous? Écoute la radio. Le jeune homme retourne à sa voiture. Étienne reste au milieu de la route. Il entend la radio crachoter, les voix superposées, l'écho infini de commandes et de confirmations. Il entend le cri étouffé du jeune homme, le moteur qui démarre, les pneus qui crissent. La Clio blanche file devant lui, disparaît au virage. Étienne attend. Son téléphone vibre. Nouvelle commande disponible. Il accepte. Roule vers l'entrepôt. Le sac est là, froid, familier. Il livre. Maison illuminée. Silhouette qui attend. Cette fois, c'est le jeune homme dans le salon, assis sur le canapé, téléphone en main. Il lève les yeux vers Étienne. Combien de fois? Étienne ne répond pas. Il sort de la maison. D'autres voitures sont garées maintenant. 10, 20, 50 Clio blanches et Kangoo et scooters de livraison, tous vides, tous recouverts d'une fine poussière de ciment. Étienne monte dans celle qui lui semble être la sienne. Ou peut-être pas. Elles sont toutes identiques. Le GPS se rallume. Nouvelle commande disponible. Il roule. Quelque part, dans un monde qu'il ne reconnaît plus comme réel, une horloge indique 21h53. 3 minutes depuis son départ. Ou 3 ans. Ou 3 siècles. Étienne Brochard a 27 ans et n'en aura jamais d'autres. Il conduit entre les chantiers qui ne seront jamais finis, livre des sacs qui contiennent toujours la même chose, croise des versions de lui-même qu'il ne distingue plus vraiment. Le compteur kilométrique est bloqué à 99 999. Le réservoir est toujours à un quart. L'horloge clignote. 2203, 2203, 2203. Il ne se rappelle plus pourquoi il a accepté cette course. 95 €? Ça lui semble un chiffre abstrait, une raison qui appartenait à quelqu'un d'autre, dans une vie qu'il n'est pas sûr d'avoir vécue. Le GPS murmure avec sa voix. Tournez à gauche dans 300 mètres. Il tourne à gauche. La route est blanche. Les chantiers se dressent comme des ossements. La maison brille au bout du chemin. Fenêtre jaune, silhouette qui attend. Étienne gare la voiture, prend le sac, marche vers la lumière. Il sait ce qui va se passer. Il l'a déjà vu. Il le reverra encore. Dans le salon, assis sur le canapé, il y a quelqu'un. Étienne contourne, regarde le visage. C'est lui, 27 ans, yeux clairs, pas encore fatigué. Il tient un téléphone, écran allumé. Combien de fois? Demande le jeune Étienne. Le vieil Étienne, celui qui n'a que 40 ans mais en paraît 60, s'assoit à côté de lui. Je ne sais plus. Comment on sort? On ne sort pas. Il reste assis en silence. Dehors, une nouvelle Clio se gare. Des pas sur le gravier. La porte s'ouvre. Une silhouette entre, dépose un sac sur la console, avance dans le couloir. Étienne se lève, traverse le jeune Étienne, littéralement, passe à travers lui comme s'il était fait de brouillard, et sort de la maison. La nouvelle Clio est là. Il monte dedans. Les clés sont sur le contact. Il roule. Le GPS le guide. Entrepôt. Sac. Livraison. Confirmation. Nouvelle commande. Le cycle se poursuit. Dans le rétroviseur, Étienne voit son visage changer. Rajeunir. Vieillir. Se dédoubler. Il cligne des yeux. Et pendant un instant, il est à nouveau dans son appartement de Villeurbanne, couché dans son lit. Téléphone qui vibre sur la table de nuit. Notification. Nouvelle commande disponible. 95 €. Il tend la main vers le téléphone. Il accepte. Il est dans la voiture.
Il a toujours été dans la voiture. La route défile, blanche, infinie. Le GPS murmure, la radio crépite. Les silhouettes bougent dans les maisons illuminées. Étienne Brochard livre. C'est tout ce qu'il est maintenant, tout ce qu'il sera. Un point bleu qui pulse sur une carte qui se réécrit à l'infini, guidé par des coordonnées qui n'existent dans aucune géographie, piégé dans une boucle qui se nourrit de sa propre répétition. Quelque part, dans un entrepôt sans nom, un nouveau sac attend contre un mur. Quelque part, un téléphone vibre. Quelque part, quelqu'un accepte une course pour 95 €. La route continue. Elle continuera toujours. Étienne roule dans la nuit qui n'est ni hier ni demain, entre des chantiers qui ne seront jamais achevés, vers une destination qui recule à chaque tour de roue. Et derrière lui, devant lui, autour de lui, d'autres Étienne roulent aussi, fantômes de lui-même, dans un labyrinthe de béton blanc et de lumières impossibles. Le GPS dit « Vous êtes arrivé ». Il n'est jamais arrivé. Il n'arrivera jamais. Il continue de rouler. La note sur l'application disait simplement « Ne regardez pas à l'intérieur de la maison ». Mark Reynaud fixait l'écran de son téléphone, le pouce suspendu au-dessus du bouton « Accepter la livraison ». 40 ans de vie, dont les 6 dernières années à sillonner les routes pour Deliv Express, et jamais il n'avait vu une instruction pareille. D'habitude, c'était « laisser devant la porte » ou « sonner 2 fois ». Mais ça, cette phrase nue, sans contexte, sans ponctuation après, comme si quelqu'un l'avait tapé trop vite, ou avec une main qui tremblait. Il faisait déjà nuit. Février en région parisienne, le genre de nuit qui tombe à 17 h et transforme les rues en couloirs d'encre. Mark était garé devant les grilles du domaine des Érables, un lotissement privé qu'il n'avait jamais livré auparavant. Ses phares éclairaient le portail métallique noir, haut de 3 mètres, surmonté de pointes décoratives. Un interphone chromé brillait faiblement sur le pilier de gauche. Il appuya sur le bouton. Silence. Puis un déclic, et le portail commença à glisser, sans qu'aucune voix ne réponde. Mark sentit quelque chose se nouer dans son ventre. Cette sensation qu'il avait appris à reconnaître après 20 ans de mariage raté et 2 années de séparation. L'intuition que quelque chose n'allait pas, même si tout semblait normal en surface. Il engagea le fourgon dans l'allée. Le portail se referma derrière lui immédiatement, avec un bruit sourd et final qui résonna dans l'habitacle. Le domaine des Érables s'étendait devant lui comme une maquette architecturale. 12 maisons, 6 de chaque côté d'une rue parfaitement droite, toutes identiques, cubes blancs modernes, larges baies vitrées, toits plats, petits jardins aux pelouses, tondus au millimètre. Chaque maison baignait dans la même lumière dorée qui filtrait à travers les rideaux blancs. Mais aucune silhouette, aucun mouvement, juste cette lueur uniforme, chaude, qui donnait l'impression que l'intérieur de chaque maison était éclairé par la même source invisible. Mark vérifia l'adresse, numéro 7, 3e maison à gauche. Il descendit du fourgon, le colis sous le bras. Un carton léger, presque vide. L'étiquette indiquait « fragile », mais rien d'autre. Pas de nom d'expéditeur. L'air était immobile, sans vent, sans bruit. Même ses pas sur l'asphalte semblaient étouffés, comme si le son ne portait pas. La maison numéro 7 ressemblait exactement aux autres. Même façade blanche, même porte grise métallisée, même fenêtre aux rideaux translucides. Mark appuya sur la sonnette. Une mélodie électronique retentit à l'intérieur, trop forte, trop aiguë. Il attendit. Derrière lui, il sentait le poids des autres maisons. Toutes ces fenêtres éclairées, alignées comme des yeux. La porte s'entr'ouvrit de 5 centimètres. Mark ne vit personne, juste l'intérieur, un couloir blanc, un sol en béton ciré gris clair, une lumière douce sans source visible. « Livraison », dit-il. Aucune réponse. « J'ai un colis pour le numéro 7. » Un froissement, comme du tissu contre du tissu. Puis une main apparut dans l'entrebâillement. Une main pâle, aux doigts longs, qui saisit le carton. Mark essaya de voir au-delà, par réflexe professionnel et curiosité malgré lui, mais la porte se referma avant qu'il n'aperçoive quoi que ce soit. Clac. Il resta là une seconde, déstabilisé. D'habitude, les gens disaient merci, ou au moins hochaient la tête, mais là, rien. Juste cette main. Il aurait pu aussi bien livrer à un automate. Son téléphone vibra.
Nouvelle livraison. Même lotissement. Numéro 3. Marc fronça les sourcils. Deliv Express groupait rarement les livraisons comme ça, surtout dans les zones résidentielles. Il retourna au fourgon, prit le deuxième colis. Même taille, même poids plume, même étiquette minimaliste. Et la même note sur l'application. Ne regardez pas à l'intérieur de la maison. Cette fois, Marc sentit le malaise se préciser. 2 fois, ce n'était plus une coïncidence, c'était un schéma. Il regarda autour de lui. Le lotissement était toujours aussi silencieux. Aucune voiture dans les allées. Aucun son de télévision ou de conversation. Juste cette luminosité identique dans chaque fenêtre, comme si toutes les maisons partageaient le même éclairage intérieur. Il s'approcha du numéro 3. Même rituel. Sonnette, mélodie stridente, attente. La porte s'ouvrit. 5 centimètres. Personne. Livraison. La main réapparut. Mais cette fois, Marc la regarda vraiment. La peau était trop lisse, presque cireuse. Les ongles coupés très courts, sans vernis, sans marque. Pas d'alliance, pas de montre, pas de grain de beauté. Une main générique. Il tendit le colis. La main le prit. Et Marc eut le temps de voir, juste avant que la porte ne se referme, que le couloir derrière était exactement le même que celui du numéro 7. Exactement. Même sol gris, même mur blanc, même angle de lumière. Jusqu'au petit interrupteur chromé à gauche, positionné à la même hauteur. Clac. Son téléphone vibra encore. Numéro 11, puis 9, puis 2. Marc sentit son pouce accélérer. Il retourna au fourgon et vérifia l'écran. 5 nouvelles livraisons venaient d'apparaître, toutes dans le domaine des érables, toutes avec la même note. Il essaya de se déconnecter de l'application. Le bouton « Déconnexion » était grisé. Il essaya de quitter l'app. Elle se relançait automatiquement. Il essaya d'appeler le support Deliv Express. Pas de réseau. Merde. Il regarda le portail d'entrée, au bout de la rue. Fermé. Évidemment. Respire. C'est juste un bug. Les applications de livraison buguaient tout le temps. Il finirait les courses, le portail s'ouvrirait, il sortirait, et demain il appellerait le support pour se plaindre de ce lotissement de cinglés. Il prit les colis un par un. Numéro 11. Même main, même porte entr'ouverte, même couloir. Numéro 9. Pareil. Numéro 2. Pareil. À chaque maison, Marc essayait de voir au-delà de l'entrebâillement, mais l'angle ne permettait jamais de distinguer plus que le couloir. Et à chaque fois, il avait cette impression grandissante que ce n'était pas juste similaire. C'était identique. Comme si toutes les maisons partageaient le même intérieur, le même espace dupliqué à l'infini. Puis au numéro 9, alors qu'il tendait le colis, il entendit quelque chose. Des pas. À l'intérieur. Mais pas près de la porte. Quelque part au fond de la maison. Des pas lents, réguliers, qui se déplaçaient de gauche à droite, puis s'arrêtaient, puis reprenaient dans l'autre sens. Marc se pencha légèrement, tentant d'apercevoir quelque chose. La main saisit le colis brutalement, et la porte claqua. Il recula, le cœur battant. Il avait entendu. Il en était certain. Quelqu'un marchait à l'intérieur. Quelqu'un qui n'était pas la personne à la porte. Son téléphone vibra. 3 nouvelles livraisons. Numéro 8, 4 et 12. Marc regarda l'écran. En dessous de chaque adresse, la note habituelle. Mais cette fois, une deuxième ligne était apparue. Livraison prioritaire. Délai. 15 minutes. Il n'avait jamais vu ça. Deliv Express ne fonctionnait pas avec des délais. On livrait dans l'ordre. C'est tout. Il retourna au fourgon et essaya de forcer le portail avec le bouton d'ouverture de l'interphone intérieur. Rien. Il essaya de klaxonner. Le son sortit, mais semblait mourir immédiatement, comme absorbé par l'air. 15 minutes. Il prit les colis et accéléra le pas. Numéro 8. Sonnette. Port. Main. Mais cette fois, Marc entendit autre chose. Une respiration. Lente. Profonde. Juste derrière la porte. Comme si quelqu'un se tenait là, à quelques centimètres, retenant son souffle. « Il y a quelqu'un » demanda Marc. La main prit le colis. « Pourquoi vous ne… » Clac. Numéro 4. Même scénario. Mais en s'approchant, Marc remarqua quelque chose d'étrange.
La lumière à l'intérieur avait changé. Avant, elle était dorée, chaude. Maintenant, elle était blanche, presque clinique. Il regarda les autres maisons. Toutes avaient la même lumière blanche désormais. Comme si quelqu'un avait tourné un interrupteur général. Il sonna. La porte s'ouvrit. Mais cette fois, ce ne fut pas juste 5 centimètres. La porte s'ouvrit en grand. Le couloir s'étendait devant lui, vide, stérile, baigné de cette lumière sans ombre. Au fond, un escalier blanc montait vers un étage supérieur. Tout était blanc, gris et silencieux. Mark resta figé. L'instruction résonnait dans sa tête. Ne regardez pas à l'intérieur de la maison. Mais il n'avait pas le choix. La porte était grande ouverte. L'intérieur s'offrait à lui, comme une invitation. Ou un piège. Il posa le colis sur le seuil et recula. Rien ne se passa. Il attendit. 10 secondes. 20. Puis il entendit les pas. Les mêmes qu'au numéro 9. Lents, réguliers. Mais cette fois, il se rapprochait. Mark recula encore. L'espace venait du fond du couloir, quelque part hors de vue. Puis une ombre apparut sur le mur blanc. Une silhouette, humaine mais étrangement rigide, comme si elle se déplaçait sans plier les articulations. La silhouette tourna au coin du couloir. Mark vit un corps, habillé de blanc, visage tourné vers le sol. Il ne voulait pas voir le visage. Quelque chose en lui hurlait de ne pas regarder. Il tourna les talons et courut vers le fourgon. Derrière lui, la porte du numéro 4 se referma doucement. Il monta dans le véhicule, verrouilla les portières, respirant fort. Ses mains tremblaient. Il regarda son téléphone. Une nouvelle notification. Livraison numéro 12. Délai. 5 minutes. 5 minutes. Qu'est-ce qui se passait après 5 minutes? Il ne voulait pas savoir. Il démarra le fourgon et roula jusqu'au numéro 12, la dernière maison du lotissement, tout au fond à droite. Il prit le colis, sortit, courut jusqu'à la porte. Sonnette. La porte s'ouvrit immédiatement. 5 centimètres. Mark poussa le colis dans l'entrebâillement. Prenez-le, prenez-le. La main apparut. La main apparut. La main apparut. Mais cette fois, au lieu de saisir le colis, elle attrapa le poignet de Mark. Il hurla et tira en arrière, mais la prise était ferme, froide, inhumaine. Il tira de toutes ses forces et réussit à se libérer, tombant en arrière sur l'allée. La porte se referma. Mark se releva, le souffle coupé. Son poignet brûlait. Il regarda sa peau. Pas de marque. Mais il sentait encore la pression des doigts, comme une empreinte thermique. Son téléphone vibra. Toutes les livraisons complétées. Nouvelle mission disponible. Il ouvrit l'application. Une seule adresse s'affichait. Numéro 6. Livraison spéciale. Entrez à l'intérieur pour récupérer le colis. Mark secoua la tête. Non. Non, non, non. Il essaya de nouveau de quitter l'app. Toujours impossible. Il essaya d'éteindre le téléphone. L'écran restait allumé. Il regarda le numéro 6. La maison était éclairée comme les autres, mais quelque chose était différent. La porte d'entrée était entr'ouverte. Pas de 5 centimètres. d'1 mètre. Assez pour laisser voir l'intérieur. Et à l'intérieur, Mark vit quelque chose qui lui glaça le sang. Son fourgon. Garé dans le couloir. Exactement le même. Même plaque d'immatriculation, même autocollant Deliv Express sur le flanc. Comme si l'intérieur de la maison contenait l'extérieur. Il cligna des yeux. Le fourgon disparut. Le couloir redevint vide. Mark recula jusqu'à son vrai fourgon, celui garé dans la rue, et monta à bord. Il verrouilla toutes les portières et resta là, essayant de réfléchir. Il devait sortir. Il devait forcer le portail. Il chercha dans la boîte à gants et trouva une lampe torche et un cutter. Dérisoire, mais c'était mieux que rien. Il descendit et marcha vers le portail. L'air était devenu plus froid. Son soufflet formait de la vapeur. Il posa les mains sur le métal noir et poussa. Rien. Il chercha une faille, un espace entre les battants. Rien. Il frappa contre le métal. « Hé, ouvrez! Il y a quelqu'un » Sa voix se perdit dans le silence. Il frappa encore, plus fort. Puis il sentit quelque chose, une vibration, légère, sous ses pieds. Il baissa les yeux. L'asphalte était intact, mais la vibration continuait.
rythmique, comme un battement de cœur. Il recula. Les lumières dans les maisons s'éteignirent tout en même temps. Obscurité totale. Mark alluma sa lampe torche. Le faisceau balaya les façades. Toutes les fenêtres étaient noires maintenant, vides, comme des orbites. Puis, une par une, les lumières se rallumèrent. Mais cette fois, Mark vit quelque chose derrière les fenêtres. Des silhouettes. Dans chaque maison, derrière chaque rideau, une forme humaine se tenait immobile, face à la vitre, face à lui. Il compta. 12 silhouettes, une par maison. Elles ne bougeaient pas. Elles se contentaient de le regarder. Mark sentit ses jambes fléchir. Il recula jusqu'au fourgon, sans détacher son regard des fenêtres. Son téléphone vibra. Il le regarda. Mission obligatoire. Numéro 6. Entrez maintenant. Les silhouettes dans les fenêtres levèrent toute la main droite en même temps, pointant vers la maison numéro 6. Mark secoua la tête. Allez vous faire foutre. Il monta dans le fourgon, mit le contact et fonça vers le portail. L'impact fut brutal. Le pare-choc heurta le métal et Mark fut projeté contre le volant. L'airbag se déploya. Il toussa, repoussa le coussin et regarda. Le portail était intact. Pas une rayure. Mais le fourgon, lui, avait le capot enfoncé. De la fumée s'échappait du radiateur. Mark descendit, sonnait. Il entendit un bruit derrière lui et se retourna. Les portes de toutes les maisons venaient de s'ouvrir en même temps. Les silhouettes sortirent. 12 personnes, habillées de blanc, marchant vers lui en parfaite synchronisation. Leurs visages étaient baissés, cachés. Leurs pas résonnaient comme un seul. Mark courut. Il ne savait pas où. Il courut simplement, longeant les maisons, cherchant une issue, un passage, quelque chose. Il se retrouva derrière le numéro 6, un petit jardin, clos de haies basses, et au fond, une porte de service. Il essaya la poignée, ouverte. Il entra et referma derrière lui. Silence. Il était dans une buanderie. Petite pièce blanche, machine à laver, sèche-linge, étagère vide. Une porte au fond donnait sur le reste de la maison. Mark attendit, l'oreille collée contre la porte de service. Aucun son. Les silhouettes ne l'avaient pas suivi. Il inspira lentement. Peut-être que s'il traversait la maison, il pourrait sortir par l'avant et... Et quoi? Elles étaient dehors. Elles l'attendaient. Il regarda son téléphone. L'écran affichait une nouvelle notification. Bienvenue dans le numéro 6. Veuillez récupérer le colis à l'étage. Mark sentit sa gorge se serrer. L'application savait qu'il était entré. Elle savait où il était. Il regarda autour de lui. Pas de colis. Juste cette buanderie stérile. Il ouvrit lentement la porte intérieure. Un couloir. Blanc. Gris, comme les autres, mais plus long. Il s'enfonçait dans la maison, éclairé par cette lumière uniforme sans source visible. Mark avança. Le couloir semblait ne jamais finir. Il marcha 10 mètres, puis 20. Les murs étaient lisses, sans décoration, sans interrupteur, juste du blanc. Il se retourna. La porte de la buanderie avait disparu. Derrière lui, il n'y avait plus qu'un mur blanc. Mark toucha la surface, solide, froide. Aucune trace de porte, de poignée, de cadre. Non, non, c'est pas possible. Il frappa contre le mur. Le son était mat, étouffé. Il n'avait pas le choix. Il devait continuer. Il marcha. Le couloir tournait à angle droit. Puis encore, puis encore. Chaque fois, Mark essayait de mémoriser le chemin, mais tout se ressemblait. Blanc, gris, lumière. Puis il vit l'escalier. Montant vers le premier étage. Blanc, large, immaculé. Mark grimpa. Ses pas résonnaient, mais le son semblait venir de partout à la fois, comme si l'espace lui-même résonnait. À l'étage, un long corridor. Des portes de chaque côté, toutes fermées. Mark s'approcha de la première et l'ouvrit. Une chambre, blanche. Un lit simple, fait au carré. Une table de nuit. Une lampe éteinte. Aucune fenêtre. Il referma et ouvrit la deuxième porte. Exactement la même chambre. Même lit, même table, même lampe. À l'identique. Il ouvrit la troisième. Pareil. La quatrième. Pareil.
Mark sentit la panique monter. Il courut le long du corridor, ouvrant chaque porte. Toutes révélaient la même chambre, encore et encore, comme si l'espace se répétait, se copiait, se multipliait à l'infini. Il s'arrêta au bout du couloir. Une dernière porte, différente, plus large, en bois sombre, alors que toutes les autres étaient blanches. Il posa la main sur la poignée. De l'autre côté, il entendit quelque chose. Une voix. Sa propre voix. Livraison. Mark ouvrit la porte. La pièce était un salon. Moderne, meublé. Un canapé gris, une table basse, une baie vitrée donnant sur le lotissement. Il voyait les maisons, la rue, son fourgon fumant au loin. Et debout devant la fenêtre, de dos, une silhouette. Habillé comme lui. Jean, blouson d'Elive Express, chaussures de sécurité. La silhouette se tourna. Mark se vit lui-même. Même visage, même âge, même barbe de 3 jours, même petite cicatrice au-dessus du sourcil gauche. L'autre Mark sourit. Tu as regardé. Mark ne pouvait plus respirer. Il recula, mais la porte derrière lui avait disparu. Juste un mur. L'autre Mark s'approcha. On t'avait prévenu. Ne regarde pas à l'intérieur de la maison. Qu'est-ce que vous êtes? Nous sommes ceux qui restent. Ceux qui ont regardé. Ceux qui ont cherché à comprendre. Mark secoua la tête. C'est pas réel. C'est pas possible. L'autre Mark inclina la tête, exactement comme Mark le faisait quand il réfléchissait. Réel? Qu'est-ce qui est réel, Mark? Tu livres des colis à des gens que tu ne vois jamais. Tu passes 8 heures par jour dans un fourgon, à rouler sur des routes que tu ne reconnais plus. Tu rentres dans un appartement vide. Tu manges seul. Tu dors seul. Tu existes à peine. Fermez-la. Le domaine des érables n'existe pas, Mark. Il n'a jamais existé. C'est un espace intermédiaire, un système. Et toi, tu as été sélectionné. Sélectionné pourquoi? L'autre Mark sourit encore. Pour remplacer. Quelqu'un doit livrer. Toujours. Le système a besoin de livreurs. Mais parfois, les livreurs posent trop de questions. Ils regardent trop longtemps. Alors ils deviennent autre chose. Ils deviennent résidents. Mark sentit ses jambes céder. Il tomba à genoux. Non, je veux juste sortir. Laissez-moi sortir. L'autre Mark s'accroupit à sa hauteur. Il n'y a pas de sortie. Il n'y en a jamais eu. Dès que le portail s'est refermé, ton choix était fait. Quel choix? Regarder ou ne pas regarder? Tu as regardé. Mark releva la tête, des larmes dans les yeux. Qu'est-ce qui m'arrive maintenant? L'autre Mark posa une main sur son épaule. La main était froide, étrangement lisse. Tu vas rester, tu vas habiter ici. Dans une des chambres. Et quand un nouveau livreur viendra, tu te tiendras derrière la porte. Tu tendras la main, tu prendras le colis, et tu attendras. Attendre quoi? Qu'il regarde. Mark sentit quelque chose changer en lui. Une lourdeur. Comme si son corps devenait plus dense, plus rigide. Il regarda ses mains. La peau perdait sa texture. Les lignes s'effaçaient. Ses doigts devenaient lisses, génériques. Non. L'autre Mark se releva. Bienvenue chez toi. Mark voulut hurler, mais aucun son ne sortit. Sa gorge se serrait. Ses pensées ralentissaient. Il vit, comme à travers un brouillard, l'autre Mark marcher vers la baie vitrée. La silhouette traversa le verre sans le briser et disparut. Mark resta seul. Il se releva lentement, comme guidé par une volonté extérieure. Ses jambes le portèrent hors du salon, dans le couloir, puis dans une des chambres identiques. Il s'allongea sur le lit. Le matelas était dur, sans odeur. Il fixa le plafond blanc. Et il attendit. Le temps n'avait plus de sens. Il ne savait pas s'il avait attendu 1 heure ou 1 jour. Mais à un moment, il entendit une sonnette, quelque part dans la maison. Mark se leva. Il marcha jusqu'à la porte d'entrée, qu'il savait trouver sans réfléchir. Il attendit derrière, immobile. La sonnette retentit encore. Mark ouvrit la porte. 5 centimètres. Dehors, un livreur. Une femme, la trentaine, blouson d'Elive Express, colis à la main. « Livraison », dit-elle. Mark tendit la main. Elle lui donna le colis. Elle essaya de regarder à l'intérieur. Mark vit ses yeux bouger, curieux, inquiet. « Ne regardez pas », voulut-il dire.
mais sa bouche ne bougea pas. La femme fronça les sourcils et se pencha légèrement. Mark referma la porte. Il retourna dans sa chambre, posa le colis dans un coin, s'allongea et attendit. Les jours passèrent, ou les semaines, ou peut-être les années. Mark ne savait plus. Il se levait quand on sonnait. Il ouvrait la porte. Il prenait les colis. Il attendait que les livreurs regardent. Certains ne regardaient pas. Ils repartaient. Cela disparaissait de sa conscience, effacé. Mais d'autres regardaient. Ils cherchaient à comprendre. Ils posaient des questions. Ils entraient. Et un jour, Mark les voyait dans les chambres voisines. Nouveaux résidents. Nouveaux visages derrière les portes. Les lotissements grandissaient. 12 maisons, puis 24, puis 48. Le système s'étendait. Mark ne pensait plus. Il ne ressentait plus. Il était devenu une fonction. Une main qui prend un colis. Une porte qui s'ouvre et se ferme. Puis, une nuit, ou peut-être un jour, il entendit une voix familière. Il était dans sa chambre, allongé, fixant le plafond, quand la porte s'ouvrit. Une femme entra. Cheveux courts, visage fatigué, cicatrice au menton. Son ex-femme, Claire. Elle le regarda sans surprise, comme si elle s'attendait à le trouver là. « Alors c'est ici que tu as fini », dit-elle. Mark ne répondit pas. Il ne savait plus comment. « Ils m'ont dit que tu avais disparu. Plus de nouvelles depuis 3 mois. Ton fourgon retrouvé dans un fossé, vide. Pas de corps, rien. 3 mois, ou 3 ans, ou 3 minutes. » Claire s'assit au bord du lit. « J'ai reçu une livraison aujourd'hui. L'application m'a dit de venir ici. Au domaine des érables. » Mark voulut lui dire de partir, de courir, de ne jamais revenir. Mais il ne pouvait plus. Claire posa une main sur la sienne. La main de Mark était froide, rigide. « Tu as regardé, hein ?» murmura-t-elle. Mark cligna des yeux. Une fois. « Moi aussi. » Elle se leva et quitta la chambre. Mark resta allongé. Quelque part dans le lotissement, une sonnette retentit. Mark se leva, marchant vers la porte d'entrée. Il ouvrit. 5 centimètres. Dehors, un nouveau livreur. Jeune, 20 ans. Écouteur dans les oreilles. « Yo, livraison. » Mark tendit la main. Le jeune regarda son téléphone, fronça les sourcils. « C'est quoi ce message? Ne regardez pas à l'intérieur de la maison ?» Il leva les yeux vers l'entrebâillement. Et il regarda. Mark vit la curiosité dans ses yeux, puis la confusion, puis la peur. Le jeune recula, lâcha le colis et courut vers le portail. Mark referma la porte. Le colis resta sur le seuil. Mark retourna dans sa chambre et s'allongea. Dehors, il entendit le jeune hurler, taper contre le portail, appeler à l'aide. Puis le silence. Puis une sonnette. Mark attendit. Il attendrait toujours, parce que c'est ce que faisaient les résidents. Ils attendaient que quelqu'un regarde. Et le système avait toujours besoin de nouveaux regards. Le plafond blanc au-dessus de lui était infini et vide. Mark ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il ne savait plus qui il était. Juste une main derrière une porte. Juste une fonction dans le système. Et le domaine des érables continuait de grandir, maison par maison, livraison par livraison, regard par regard. Quelque part, une application émettait une nouvelle notification. Livraison disponible, domaine des érables, instruction spéciale, ne regardez pas à l'intérieur de la maison. Et un nouveau livreur acceptait. Toujours.